Salam alaikum wa rahmatullah. اليوم غادي نخدمو على un nouveau concours MSO, toujours pour le cadre de la correction des anciens concours, avec maintenant le concours 2019, le 12 septembre, qui porte sur trois sujets toujours, finance, marketing et culture générale ou bien stratégie. Donc, dans cet ordre, on va commencer. Maintenant, le sujet, les lois de finances. Quelqu'un répondait à l'ensemble des questions suivantes, 10 à 15 lignes. La première question, que signifie l'orthodoxie financière en analyse du bilan en rapport avec l'appréciation de l'équilibre financier de l'entreprise? Question 2, présenter les différents ratios de rentabilité. Que peut-on extraire des états de synthèse d'une entreprise? Quel est le ratio le plus significatif pour le choix des investissements et pourquoi? Question 3, qu'est-ce que le crédit bail? Quelles sont ses différentes formes et quels avantages et ou inconvénients présentent-ils par rapport aux autres formes d'endettement? Question 4, quel lien établirez-vous entre le choix du régime d'imposition en matière de TVA et l'amélioration de la gestion de trésorerie de l'entreprise? Donc, à tous les quatre questions, sujet finance. Maintenant, avec sujet marketing, quel lien répondre à l'ensemble des questions suivantes? La question 1, montrer la différence entre les concepts suivants: communication institutionnelle et communication globale, segmentation marketing et segmentation stratégique, études quantitatives et études qualitatives, notoriété spontanée, notoriété assistée, question ouverte, question fermée. يعني خصنا نديرو la différence ما بين هاد les concepts. Question 2, le niveau de prix d'un produit traduit généralement son niveau de qualité, réel ou simplement perçu. À un prix élevé, les produits revendiquent en principe une qualité supérieure, impliquant un bénéfice supplémentaire pour le consommateur, que ce soit un meilleur coût, un confort accru, une durabilité plus grande, une image de haut de gamme. Pourtant, dans un environnement concurrentiel, le consommateur de plus averti n'est plus prêt à acheter la qualité à n'importe quel prix. À partir de ce constat, de vos connaissances, et en vous inspirant de la situation actuelle des marchés, pensez-vous que la qualité est nécessairement associée à un prix élevé? Donc, d'après le paragraphe qui est dans maintenant, il est toujours la qualité, il est associée à un prix qui est élevé. La question, on va répondre selon notre point de vue. Donc, l'essentiel, c'est donner votre point de vue avec votre propre style et sur la base de vos connaissances. Donc, on va dire est-ce que la qualité, il est associé à un prix élevé, c'est-à-dire un prix d'écrémage. Culture générale, quel enseignement tirez-vous de la lecture du texte ci-joint? Pékin Confort, son implantation au Maghreb en rapport avec les attentes du Maroc en matière de développement socio-économique et culturel. Donnez votre réponse en 15 à 20 lignes. Donc, le titre du texte, c'est Pékin conforte son implantation au Maghreb. Le texte qui est extrait du journal Le Monde 2019. Donc, le texte, on va juste passer directement à la collection. Vous allez trouver là le texte qui commence avec l'accueillant à Pékin le Premier ministre Saad El-Othmani. Donc, toujours, le texte, il est ici. Donc, la suite le texte, on trouve toujours les sujets de la stratégie. Un texte, il faut répondre sur la base du texte. Donc après, on va tirer les renseignements ou bien les enseignements de la lecture le texte. C'est clair? Parce que le texte il parle d'une manière générale là la présence des Chinois dans le Maghreb. Donc, dans quelle manière Pékin renforce la présence d'Iran et l'influence de la région Maghreb dans cette zone. De cette façon, on va voir en détail comment la Chine renforce son implantation au pays de Maghreb. Très bien. Donc, on commence tout d'abord avec, bien sûr, sujet finance. La première question, c'était par rapport à l'orthodoxie financière, analyse bilan en rapport avec l'appréciation de l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, c'était la première question. Pour répondre à cette question, خاصنا نعرفوا شنو هي l'orthodoxie financière. L'orthodoxie financière يمكن نهضروا عليها هي لا مانيير او الطريقه كيفاش l'entreprise كتجيري لارجون ديالها، يعني الفلوس اللي عندها
euh, en regardant يعني, les comptes ديالو. Principalement le bilan يعني carrément le bilan de l'entreprise. هادشي يعني pour but afin que l'entreprise تكون une bonne santé يعني تكون عندها une autonomie financière, la liquidité nécessaire et assure son solvabilité. C'est bon? Donc, l'entreprise elle doit être stable et en bonne santé à court et à long terme. C'est bon? Et pour cette raison, l'entreprise خاصها تكون عندها واحد l'équilibre entre les engagements ديالها et les ressources d'elle. Donc, on va voir en détail la question. L'orthodoxie financière en analyse du bilan consiste en une évaluation de l'équilibre financier d'une entreprise via ses états financiers, principalement le bilan. Il y a principalement le bilan. Il vise à juger la santé financière, la stabilité et la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à court et long terme, la solvabilité. Cette approche repose sur des principes fondamentaux tels que l'équilibre entre actifs et passifs. C'est bon, soulignons l'importance de maintenir un équilibre entre ce que l'entreprise possède et doit, les ressources d'elle et les engagements d'elle. Il met également en lumière la liquidité qui mesure la capacité de l'entreprise à convertir ses actifs en espèces pour répondre à ses obligations immédiates. La liquidité, on dit c'est la capacité de l'entreprise à transformer un actif en espèces, en monnaie liquide. C'est clair, il y a la liquidité. Très bien, ainsi que la solvabilité. Il y a l'entreprise est capable de répondre à ses engagements financiers, évaluant sa capacité à rembourser ses dettes à plus long terme. En outre, l'orthodoxie financière accorde de l'importance à la qualité des actifs, privilégiant ceux susceptibles de générer des flux de trésorerie stables. Bien que l'accent soit sur l'équilibre financier et la stabilité, la rentabilité n'est pas négligée, car une rentabilité positive témoigne de la capacité de l'entreprise à réaliser des gains grâce à ses activités. Donc là, on a établi la définition de l'orthodoxie financière en rapport avec l'appréciation de l'équilibre financier. Pour la deuxième question, Galolina présentait les différents ratios de rentabilité qu'on peut extraire des états de synthèse d'une entreprise. Quel est le ratio le plus significatif pour le choix des investissements et pourquoi? Donc, les ratios qui mesurent la rentabilité, qui est dans la partie du cours, la rentabilité d'exploitation économique et financière. Maintenant, bien sûr, les formules de calcul. On a dit les ratios de rentabilité d'exploitation calculés en divisant les résultats d'exploitation de l'entreprise par le chiffre d'affaires. Ce ratio mesure la capacité à générer des bénéfices à partir de son activité principale. Une rentabilité d'exploitation élevée induit une efficacité opérationnelle et une gestion favorable des coûts. L'exploitation est l'activité principale de l'entreprise. Et donc, كل ما كان هذا الراتيو كبير كل ما كيدل على أن l'entreprise عندها واحد l'efficacité opérationnelle في l'exploitation ديالها. Rentabilité économique maintenant, on trouve هذا le ratio en divisant le résultat d'exploitation de l'entreprise sur l'actif économique. C'est bon, l'actif économique, il inclut tous les actifs nécessaires pour l'activité de l'entreprise. Donc, le ratio, la rentabilité générée par les actifs permettant de juger l'efficacité de leur utilisation. Après, la rentabilité financière qui est calculée en divisant le résultat net, le résultat de l'exercice, par les fonds propres. Les fonds propres, généralement, ce sont les capitaux propres. Ce ratio mesure la rentabilité pour les actionnaires. Il indique le rendement sur les fonds investis. Les ressources propres de l'entreprise ou bien les fonds propres investis. Je le rendement de l'entreprise. Il faut mesurer le résultat net sur les fonds propres. Cela donne l'idée pour les actionnaires de l'entreprise. Une rentabilité financière élevée est souvent
recherché par les investisseurs car il témoigne d'une utilisation efficace des capitaux propres. Donc les investisseurs, généralement, lorsqu'ils veulent regarder l'association de l'entreprise pour décider واش انهم ينفيستي في واحد الشركه ولا لا, ils regardent هذا الراسيو ديال الرونتابيليتي فينانسيير. يعني الا كان هذا الراسيو ديال الرونتابيليتي فينانسيير طالع, فراه هذا il va encourager les investisseurs اكثر من les autres ratios, parce que هنا on s'intéresse pas à l'exploitation ديال l'entreprise, on s'intéresse للريزولتا نت, لان هذيك الريزولتا نت هي اللي كتعطي les actionnaires les dividendes. حيت شنو كنديستريبيو, on distribue pas la résultat ديال, ما كنديستريبيوش le résultat d'exploitation, on distribue le résultat net يعني selon يعني des bénéfices. C'est pour cette raison يعني فاش قال لنا هنا montrer les ratios et quel est le ratio le plus significatif pour le choix des investissements, خاصنا نقولوا ليه علاش, يعني علاش نختاروا هذا le ratio. Donc il est bien clair que هذا le ratio ديال rentabilité financière est le meilleur. Donc parmi ces ratios, le plus significatif pour le choix des investissements est le ratio de la rentabilité financière. Il y a rentabilité nette et là, les fonds propres. Et particulièrement important car, on explique pourquoi, il reflète le rendement généré pour les actionnaires. Les investisseurs cherchent souvent des rendements solides sur leurs investissements en actions. L'investisseur, qu'est-ce qu'il dit? Les fonds propres, il investit les fonds propres afin d'obtenir un rendement solide, élevé. Donc, il cherche la rentabilité financière. C'est bon? Donc, on a répondu à la deuxième question. Troisième question, qu'est-ce que le crédit bail? Quels sont ses différents formes et quels avantages, inconvénients présente-t-il par rapport aux autres formes d'endettement? Très bien. Toujours un graphe au crédit bail. Crédit bail ou bien leasing, aussi appelé, représente une forme de financement où une entreprise loue des actifs à long terme auprès d'une société de crédit bail. يعني فاش كتكري l'entreprise d'immobilisation هذا هو الليزين او الكريدي باي. Il se décline en deux catégories majeures. خاصنا نميزو ما بين لي فورم ديالو, كاينين جوج ديال لي فورم ديال الكريدي باي. عندنا كريدي باي فينانسيي اللي كتكون فيه لا بوسيبيليتي ديال l'achat avec une option d'achat في la fin ديال الكونترا, وكاين كريدي باي اوبيراسيونيل اللي ما كتكونش فيه اوبليغاسيون داشا, يعني غير لوتيليزاسيون غير لوزاج. دونك هادو جوج ديال لي فورم. كدير الكريدي باي ولكن كيكون عندك الحق انك تشري ليموبيليزاسيون في لا فان الكونترا, وكاين غير تكري ليموبيليزاسيون سون اوبسيون داشا. Les avantages résident dans la flexibilité financière et les mises à niveau aisées des équipements. Toutefois, il peut engendrer des coûts plus élevés à terme et imposer des engagements à long terme. Il comporte des avantages fiscaux, ainsi qu'une gestion de risque dans le cas du crédit bail opérationnel, mais peut devenir onéreux si la valeur résiduelle est surestimée dans le crédit bail financier. Le choix entre le crédit bail et d'autres formes d'endettement dépend des exigences spécifiques de l'entreprise, incluant les considérations liées aux engagements et à la flexibilité. C'est clair, donc on a expliqué ici le concept du crédit bail, les formes dialogue, les avantages et les inconvénients. On passe pour la première question, montrer la différence entre les concepts suivants. 5 adili par réponse. Galina, la communication institutionnelle et communication globale, la différence il est très simple. Mais dans la communication institutionnelle, on focalise beaucoup plus là la création de l'image et la réputation de l'organisation ou bien de l'entreprise sur le long terme. C'est-à-dire la communication institutionnelle, d'une manière institutionnelle. Il y a l'institution. On cherche l'image de marque ou bien l'image de l'organisation. Il vise à renforcer les valeurs, la mission et l'engagement de l'entreprise auprès de ses parties prenantes. En revanche, la communication globale englobe l'ensemble des activités de communication d'une entreprise à l'échelle internationale, incluant la promotion des produits et services, la communication interne et externe, ainsi la communication institutionnelle. Donc la communication globale englobe la communication institutionnelle. C'est bon. Après la question de segmentation marketing, segmentation stratégique, la différence il est très simple. Mais quand la segmentation marketing, c'est la division du marché en groupes de consommateurs homogènes qui
qui ont des caractéristiques, des besoins, des comportements similaires, identiques. C'est bon? Des segmentations marketing. Pourquoi on fait de la segmentation marketing? Pour mieux cibler les efforts marketing et personnaliser les offres. Il y a une segmentation, on va cibler et positionner après. C'est bon? La segmentation marketing. Segmentation stratégique concerne la division interne de l'entreprise en différentes unités opérationnelles ou divisions, se vont en fonction des lignes des produits ou des marchés géographiques ou des critères stratégiques. Donc pourquoi? Pour optimiser la gestion des ressources et aligner la structure de l'entreprise à ses objectifs à long terme. C'est bon? Après, la différence entre l'étude quantitative et l'étude qualitative, c'est très connu. Mais l'étude quantitative, ce sont des études qui se reposent sur les données numériques, mesurables, chiffres, et visent à obtenir des informations chiffrées et statistiques sur un échantillon de population. C'est bon? Ils donnent ou bien ils permettent de généraliser les résultats à une population plus vaste. En revanche, lorsqu'on parle d'une étude liée qualitative, elle se concentre beaucoup plus sur la compréhension en profondeur des perceptions, des opinions et des motivations des individus. On creuse en profondeur, qui est l'étude qualitative. Donc, il utilise des méthodes comme les entretiens, les groupes de discussion, les focus group pour obtenir des informations riches et détaillées, mais il ne vise pas à produire une généralisation statistique. Parce que, il y a la différence. Donc, l'étude quantitative, on peut généraliser sur une population à partir d'un échantillon, mais avec une étude liée qualitative, on ne peut pas généraliser. Notoriété spontanée et notoriété assistée, ce sont deux concepts marketing. La notoriété spontanée se réfère à la capacité d'un individu à se souvenir spontanément d'une marque, d'un produit ou d'une entreprise sans aucune aide extérieure. La notoriété assistée, quant à elle, nécessite une suggestion ou une aide pour que les individus se souviennent d'une marque. Par exemple, lorsqu'on présente une liste de marques et qu'on demande à quelqu'un s'il reconnaît certains, c'est la notoriété assistée. C'est bon, il y a la différence entre la notoriété spontanée. Je vais vous donner l'exemple. Il a سولنا شي واحد او مجموعه من الاشخاص قلنا لهم شنو هما لي مارك دو بواسون غازوز اللي كتعرفوا. دونك كل واحد فيهم غادي يبدا يقول لنا مارك، يعني غيبداو يقول لنا لي مارك. هذه كتسمى لا نوتوريتي سبونتاني، يعني عطاونا لي ريبونس دون مانيير هي سبونتاني سون ايد. مي الا خدينا واحد لا ليست ودرنا فيها واحد لونسون ديال لي مارك اللي هما بوسيبل كوني في الكونتكست، وعطيناهم ابخي بوغ هذوك لي جون اللي قدامنا، وقلنا لهم في هاد لا ليست شنو هما لي مارك اللي كتعرفوهم، وبداو كيكوشيو على لي مارك اللي كيعرفوا. دونك هذيك هي اللي كتسمى لونتوريتي اسيستي، باسكو اون ا bien sûr présenter واحد l'aide pour هذوك les gens. Donc la notoriété spontanée est plus importante que la notoriété assistée. C'est bon. يعني ما يحتاجش يعني الانديفيدو انه يتفكر بواحد الوسيله لا مارك. يعني لا نوتوريتي سبونتاني تلقائيا عرف لا مارك، مي نوتوريتي اسيستي حتى بانت لي او تفكرها عاد قال لنا لا مارك. ابري كيسيون عندنا ما بين question fermée et question ouverte. Donc, la question ouverte nécessite une réponse détaillée et réfléchie, souvent sous forme de texte ou de discours. Il permet d'obtenir des informations riches et complexes. En revanche, une question liée fermée offre des options de réponse prédéfinies, généralement sous forme de choix multiples, d'échelle, de notation, ou de oui ou non. Et il est utile pour obtenir des réponses spécifiques et pour l'analyse statistique des résultats. Donc, question. Donc, normalement, il a bien rapport la question ou la question précédente, il y a l'étude quantitative qualitative. Généralement, les études quantitatives, la question fermée. Parce que quand on dit un questionnaire, il y a les réponses des individus qui sont fermées, qui sont prédéfinies. Mais les études qualitatives, la recherche en profondeur, on utilise les questions ouvertes.
يعني فاش كتكون يعني la question خاصها واحد la réponse اللي هي réfléchie et détaillée. Donc كنستخدموا les questions ouvertes. Donc les questions ouvertes pour les études qualitatives et les questions fermées pour les études quantitatives. Maintenant, on termine avec la première question. On passe pour la deuxième question. Quel est le niveau de prix? On a déjà lu. Bien sûr, à partir des constats que de vos connaissances, les inspirations, que pensez-vous de la qualité et le prix élevé? Est-ce qu'ils sont simultanément associés ou bien non? Donc, la corrélation entre la qualité et le prix est intrinsèquement complexe et subordonnée au marché spécifique et au comportement des consommateurs. Il y a la neutralité. On a répondu. Donc, chacun peut répondre avec selon son point de vue et selon ses perceptions et ses connaissances. Donc, l'association conventionnelle entre la tarification élevée et la qualité supérieure demeure prégnante. Cette notion a été remise en question dans divers secteurs, notamment la technologie, la consommation. Une tendance émergente réside dans la proposition d'articles de qualité élevée à des coûts plus abordables. Les progrès technologiques, l'efficience de la production à grande échelle et la rivalité accrue ont permis aux entreprises de préserver des normes de qualité élevées tout en offrant des prix concurrentiels. Ce qui est contradictoire, c'est-à-dire il y a des entreprises qui arrivent à produire avec des coûts les moins faibles, donc avec une qualité très élevée, des coûts faibles et un prix abordable. C'est bon? En outre, les consommateurs sont devenus plus avertis et privilégient des produits procurant une réelle valeur ajoutée, dépassant la simple notion de prix élevé. Bien sûr, les consommateurs, le nouveau consommateur, le consommateur d'aujourd'hui, qui privilégie la qualité ou bien la valeur ajoutée de le produit. Beaucoup plus de payer plus cher pour un produit de qualité supérieure. La prolifération des marques low cost propose des biens et services de qualité correcte à des tarifs réduits. A également ébranlé l'association traditionnelle entre le prix et qualité. Les sociétés s'efforcent de se démarquer par d'autres moyens tels que l'expérience client, l'innovation, la durabilité, au lieu de se cantonner au facteur prix. Dans certains cas, un tarif élevé peut être attribué à des facteurs autres que l'intrinsèque qualité du produit, tels que la réputation de la marque, les coûts publicitaires ou bien les marges bénéficiaires. Donc, là, on a terminé avec le sujet marketing. Après, on a la culture générale, ou bien la stratégie. Maintenant, le texte par rapport, bien sûr, Pékin et l'implantation au Maghreb, dans cette zone. Déjà, on a expliqué l'idée de le texte. Maintenant, la réponse qu'on peut apporter, c'est que le texte parle le renforcement de la présence chinoise au Maghreb, surtout au Maroc. Parce que le texte focalise le Maroc, la région Maghreb, pour aider le développement social, économique et culturel. La Chine et le Maroc travaillent ensemble grâce au projet Belt and Road, où la Chine veut s'impliquer en faisant des projets variés comme le commerce, les constructions et la coopération financière. La Chine ne veut pas s'immiscer dans les affaires intérieures des pays. Donc, les affaires intérieures des pays restent propres aux pays d'origine. Et il est pragmatique en répondant aux besoins des pays maghrébins. Les investisseurs chinois dans leur ou bien dans les ports, les commerces et les instructions, comme avec le port Tanger-Med, donc le port qui est à la ville de Tanger, montrent une stratégie pour aider le Maroc à devenir un centre majeur pour l'industrie chinoise en Afrique. La Chine peut rapidement financer et offrir la main-d'œuvre bon marché parce qu'elle a la croissance démographique qui est la première mondiale, ce qui est différent de l'approche des pays occidentaux. Cependant, cela soulève
aussi des questions sur l'indépendance économique et de la préservation de la culture marocaine face à cette influence croissante. Donc, هذه هي l'idée générale ديال le texte. دونك بقدر ما كيهضر لنا التكست على l'aide اللي تقدر لاشين اوكتروي بور لو ماروك يعني pour les pays du Maghreb. Le texte souligne aussi la question les conséquences ديال هاد la présence ديال la Chine في هاد les régions sur le plan économique, culturel des pays du Maghreb. Donc de cette façon on peut répondre à l'ensemble des sujets. Sujet finance, marketing et culture générale. Donc, de la même façon, on va répondre sur l'ensemble des concours. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.